matin. Je voulais enjamber l'estrade, puis je me suis dit que non, ce serait peut-être pas sage. Quand on se fait traiter d'institution dans l'institution, c'est peut-être plus sage de ne pas prendre des risques. Bonjour, bon matin. Je vais essayer de ne pas être trop théorique. En 45 minutes, je vais essayer de vous tracer ce qui se passe de manière générale en commerce de détail. Et évidemment, ce sont des choses qui non seulement se passent un peu partout, mais il y a de fortes chances que ça se passe également chez vous, enfin chez nous, dans le Vieux-Montréal. Et si la prochaine révolution commerciale se passait dans votre quartier? Je vais commencer par la conclusion, si vous voulez bien. Si on regarde l'évolution du commerce de détail au cours des 50 dernières années, il y a des cycles, on les connaît tous, du commerce de quartier. Ensuite de ça, les premiers tout petits centres commerciaux, les strip malls. Ensuite de ça, les plus grands centres, les centres régionaux, les Fairview, les Saint-Bruno, Maille-Champlain. Ensuite de ça, les Power Centers qui ont culminé vers le 10-30. Moi, je vous dirais que en fait, si j'avais à parier, c'est que la prochaine révolution, c'est pas le retour à ce qu'on connaissait il y a 50 ans, mais le retour d'une façon très différente, mais essentiellement structurée de la même façon. La prochaine révolution, j'en suis convaincu, elle risque de se passer dans votre quartier. Maintenant, il faut être prêt. Alors, si vous permettez, on va le regarder de manière progressive, un peu plus structurée. Commençons par la bonne nouvelle pour vous, le commerce électronique. Ça peut sembler étonnant que je vous dise le commerce électronique, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous êtes, pour la majorité d'entre vous, tous des commerçants ayant pignon sur rue. Je vous dirais que c'est une bonne nouvelle parce que ça va vous donner et ça vous donne plein d'opportunités. C'est-à-dire de ne pas embrasser une fonction de commerce électronique dans votre commerce, même si vous avez pignon sur rue, et je vous dirais même surtout si vous avez pignon sur rue, ce serait une erreur. Bon, ça gagne des parts de marché, ça fait en sorte que les consommateurs vont moins en magasin, dans certains magasins, mais ça engendre également d'autres opportunités. D'entrée de jeu, je vous dirais, et c'est ce que je propose depuis très longtemps, en fait, depuis la création de la chaire que j'avais fondée au HEC, la chaire RBC en commerce électronique. Depuis 1997, j'ai toujours le même discours, ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux à la fois. Vous n'avez pas un consommateur virtuel puis un consommateur réel, c'est le même consommateur, mais il veut vous parler de deux façons différentes. Il veut pouvoir vous suivre partout où il ou elle souhaite être interpellé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, vous avez une tendance de fond. C'est clair que cette tendance de fond-là, elle est importante. On va voir les chiffres en détail tout à l'heure, mais si on prend pour 2013 les ventes en milliards, tout ce qui passe par commerce électronique, aux États-Unis, on parle de 398 milliards, au Canada, de 32 milliards. Ce sont des chiffres, mais vous allez voir que ça s'incarne. Ça s'incarne dans des pourcentages, ça s'incarne également dans des tendances qui sont importantes. J'ai encadré le petit 2013, mais plus bas de 398. Je n'épiloguerai pas longtemps là-dessus, mais uniquement pour vous dire qu'il y a un chiffre qui est important de retenir, c'est qu'en commerce électronique, quand on regarde les grands pipelines qui sont en train de s'établir, il y a une concentration importante. 398, c'est important pour la donnée américaine, mais de ce 398, vous avez 12% de tout le commerce électronique, qui lui-même compte pour à peu près 10% de tout le commerce, passe par un seul joueur qui s'appelle Amazon. Autrement dit, vous avez une concentration très, très, très forte. Vous avez une progression du commerce électronique, mais vous avez une concentration très forte chez certains joueurs. C'est des choses avec lesquelles, évidemment, il faut apprendre à composer, des choses avec lesquelles on peut composer. Si on regarde maintenant la ventilation selon le type de réseau, bien, en rouge, c'est ce qui se passe en ligne aujourd'hui, et puis en bleu, bien, finalement, c'est ce qui reste en magasin. Il y a des tendances de fond qui sont importantes. Il y a certains, évidemment, secteurs qui sont plus affectés que d'autres. La donnée que vous avez là, c'est de la donnée canadienne. Alors, si vous ajoutez à peu près 10 vous allez retrouver la donnée américaine. Si vous ajoutez d'à peu près 10 sur le chiffre qui est présenté, vous allez retrouver à peu près ce qui va se passer dans 2 ans au Canada. Le secteur le plus affecté, les produits électroniques, on est rendu au moment où on se parle pratiquement à 30 30 des ventes de produits électroniques se font en ligne. J'exclus là-dedans même les logiciels, ça c'est une évidence. Si on a vu au cours des dernières années les Best Buy et puis les Future Shop commencer à changer passablement leur stratégie avec un certain recul, avec un certain décalage, c'est parce qu'ils sont vraiment sur la ligne de feu. Livres et musique, c'est, comme on dit en anglais, c'est un no-brainer. Celle-là, on la voyait venir.
J'étais pendant 13 ans sur le conseil d'administration de Renaud Bré. C'est une entreprise que j'aime beaucoup. C'est une entreprise, comme bien d'autres, qui est affectée, c'est clair, parce que c'est un modèle d'affaires qui se prête bien au commerce électronique. Est-ce que ça veut dire que toutes les librairies vont fermer? Non. Le dernier Canadian Business avait pratiquement consacré son numéro complet à ce qui se passe dans les Indico et Chapters dans le reste du Canada, mais également à Montréal. C'est des tendances importantes qui les affectent, mais qui ne sont pas nécessairement mortelles. Articles de sport et de jouets, surtout articles de sport, et je ne veux pas faire la nomenclature au complet, vous la voyez, mais on est dans ce secteur-là à peu près à 15 15 on peut dire, bon, 15 c'est pas si grave, mais 15 plus le 10 qui s'en vient, bien évidemment, ce n'est pas 10 plus 15, c'est 10 de 15. Donc, on va se ramasser progressivement à 17, 18 Vous êtes des commerçants, vous le savez mieux que moi, il n'y a pas grand commerçant qui peut se permettre de perdre overnight 18 de ses ventes, ça c'est clair. Donc, il faut commencer à réagir, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. Est-ce qu'un détaillant, notamment un petit détaillant spécialisé, est en mesure de prendre les Amazon de ce monde head-to-head? La réponse, évidemment, est non. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir composer avec, mais il faut savoir se situer dans ce monde qui est en mutation. Le tout dernier en bas de piste, alimentation, 2 ce n'est pas le secteur qui est le plus, en fait, ce n'est pas le secteur qui est le plus menacé, pour toutes sortes de raisons, mais c'est un secteur qui est menacé de manière indirecte. C'est sûr que ce n'est pas demain que les gens vont commander une pinte de lait chez Amazon et se faire livrer 2 jours après. On s'entend là-dessus. Par contre, ce qui se passe dans le monde virtuel a un impact également sur les habitudes des consommateurs en situation d'achat de produits alimentaires. On va le voir à travers notamment les programmes de fidélisation, les programmes de loyauté. Le fait d'être à quelque part dans une base de données et faire en sorte que ce que l'on commence à préparer à l'extérieur de la maison se répercute au magasin. Ce que l'on prépare même à la maison se répercute en magasin. Vous avez certaines applications, je ne veux pas épiloguer trop longtemps là-dessus dans le temps qui m'est imparti, mais vous avez, par exemple, des applications maintenant, le fameux Métro et moi, qui a été développé à travers les systèmes de Dunnhumby pour Métro. Maintenant, évidemment, ça a migré sur les téléphones intelligents, de sorte que vous pouvez littéralement commencer votre commande d'épicerie, aller la reprendre en magasin. On va voir tout à l'heure que l'Oblast vient avec une application qui est assez intéressante à cet égard. Bon, si on regarde de façon plus systématique, le pourcentage des internautes qui pensent acheter au moins un article au cours des 6 prochains mois, bien là, ça nous donne la tendance. J'en ai pris 2. Vêtements et chaussures. Soit dit en passant, je vais attirer votre attention sur ce point-là. Au moment où on se parle, vous avez 45 grosso modo des Américains qui disent « Oui, ben, je vais probablement acheter des chaussures ou des vêtements au cours des prochaines années, ou des prochains 6 mois, pardon. » Au Canada, ben, toujours l'espèce de décalage. On est à 30-32. Articles de sport, 22. Et puis, évidemment, au Canada, un peu moins, 17. C'est quelque chose d'intéressant là-dedans. Une des choses qui est très, très, très peu connue, c'est qu'entre le vêtement et la chaussure, c'est la chaussure qui est en train de prendre plus le pas, c'est le cas de dire sans faire un mauvais jeu de mots, sur le secteur. Il y a plus de ventes de chaussures sur le web que de ventes de vêtements. Et pourtant, les deux, ce n'est pas petit. Je ne vais pas revenir sur la diapositive précédente, mais au moment où on se parle, c'est 12 des vêtements maintenant qui se vendent en ligne, et puis c'est pratiquement 17 des chaussures qui sont en ligne. Pour une raison bien simple. J'en suis l'incarnation vivante. Moi, dans une année, je vais passer... je passe à travers des cycles de prise de poids et de perte de poids, donc j'ai après 2-3 garde-robes complets à la maison. La seule chose qui est rassurante pour quelqu'un comme moi, c'est que la taille des souliers, elle, ne change pas. Ce qui présente un avantage marqué pour le commerce électronique. OK. Pourcentage de tous les achats qui sont faits en ligne ou qui ont été influencés par le web. Alors ça, c'est l'autre dimension. C'est une dimension que je trouve particulièrement intéressante. Si vous dites, « Ouais, mais regarde, moi, je ne suis pas vraiment en ligne, puis de toute façon, les gens, ce que je vends est tellement spécialisé que les gens ne le retrouveront pas en ligne, ils vont venir à magasin. » Attention, présumer que le commerce en ligne, ça se résume à l'achat en ligne, c'est de faire une très grande erreur. De plus en plus, évidemment, les commerçants sont en ligne, mais les consommateurs le sont encore plus. Dans un processus de prise de décision, de recherche d'informations, ne pas être à quelque part sur le radar d'un consommateur, notamment de plus en plus sur une application mobile, bien évidemment, c'est perdre le premier signal que vous pouvez donner à un consommateur que oui, je suis là. Une des conséquences que je trouve particulièrement intéressante et qu'on oublie trop souvent, c'est que
le Québec et le Canada sont en décalage par rapport notamment au reste de l'Amérique, et ce décalage-là fait mal. Ce qui est intéressant, c'est de regarder secteur par secteur, quel est le pourcentage des internautes qui achètent en ligne. Dans certains secteurs, billets d'avion, réservation, hôtel, on est exactement là où les Américains sont. Dans d'autres secteurs, alimentation, bien, il y a 4 des Canadiens qui disent acheter de temps en temps. Ce n'est pas 4 des achats, c'est 4 des consommateurs. Aux États-Unis, ils sont à 8. Il y a un certain décalage. La chose la plus intéressante à regarder, c'est comment tout ça est en train d'exploser. Littéralement, on se rend compte que on a des blocs de détaillants qui commencent à migrer de plus en plus. Je vous dirais que matériel informatique et logiciel électronique, jeux vidéo, DVD, vidéo, livres, musique, ça, c'est désormais le champ qui est de plus en plus en ligne. Autrement dit, si vous n'avez pas une fonction en ligne, à moins d'être hyper spécialisé et encore, la bataille risque d'être difficile. Vous avez ce qu'on appelle le champ de bataille du numérique. C'est encore entre les deux. Les gros électroménagers, l'habillement, la chaussure, mais de plus en plus, ça commence à migrer. Et puis, vous avez tout un secteur qui est encore en magasin, qui risque d'être encore en magasin, tout ce qui est santé, hygiène et, évidemment, santé, beauté, alimentation. Dans cette perspective-là, bien, il y a une espèce de double pénalité qui commence à affecter les détaillants québécois. Et cette double pénalité-là, il est important de bien en prendre conscience. Il y a des ventes qui échappent aux détaillants locaux, mais surtout, il y a des ventes qui sont de plus en plus exportées. Alors, prenons-les à tour de rôle, un à la fois. Un détaillant qui n'est pas en ligne, par définition, si 12 des ventes se font en ligne, bien, il perd ce 12 %-là. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure, ça peut sembler étonnant qu'un détaillant comme Best Buy et puis comme Future Shop, c'est le même, qui devrait être normalement aux premières loges pour comprendre l'impact du commerce électronique, ils vendent des ordinateurs, ne l'ont pas vu venir. En fait, comment ça serait adapté maintenant? Il y a à peine 2 ans, un an et demi, c'est-à-dire, vous aviez déjà 30 des ventes de ces produits-là se faisaient en ligne. Best Buy, Future Shop ont un site. 8 de leurs ventes venaient de leur commerce électronique. Autrement dit, ils sont dans une telle situation en train eux-mêmes de perdre des parts de marché. Il ne s'agit pas uniquement d'être en ligne, il s'agit d'être en ligne de la bonne façon. Si un commerçant n'est même pas en ligne, bien ça, c'est clair que vous avez cette part de marché-là qui va leur échapper. Je comprends que pour la majorité d'entre vous, vous êtes des petits commerçants établis dans le Vieux-Montréal et on va voir que, encore une fois, il ne s'agit pas de vous lancer à construire un nouveau Amazon. Pas du tout. Il y a une façon beaucoup plus intelligente de le faire. On y reviendra. Pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, si vous n'êtes par contre pas du tout en ligne, bien, si vous êtes dans un secteur qui maintenant roule à 30 % sur le web ou à 12 %, bien, c'est 30 ou 20 % au départ des ventes qui ne vous sont pas accessibles. Ça, c'est la première pénalité pour un détaillant québécois. Mais la deuxième pénalité, elle est beaucoup plus importante sur un plan collectif. Sur le plan collectif, une des choses qui est intéressante à constater, c'est qu'au moment où on se parle, la majeure partie de notre commerce électronique ne se fait pas au Québec. Elle est exportée à l'extérieur du Québec. Une grande partie de ça se fait au Canada, mais la partie Canada qui représente le Québec est à peine de 20 %. Alors, beaucoup des achats se font, à titre d'exemple, si vous le faites Amazon.ca, bien, tout ça se fait en grande partie à partir des entrepôts de Toronto. Rien de mal dans une perspective pan-canadienne. Si on l'élargit de façon un peu plus grande, il y en a 33 % des achats qui se font directement sur les sites américains. Chose intéressante à constater, c'est qu'au moment où on se parle, il y a encore une majorité de Canadiens qui achètent directement sur Amazon.com plutôt qu'Amazon.ca. Certains produits ne peuvent pas passer la frontière, mais beaucoup de produits peuvent passer la frontière. Pour des raisons, entre autres, d'élargissement des gammes de produits, beaucoup de Canadiens préfèrent acheter maintenant à l'extérieur du Canada. C'est important parce que lorsqu'on commence à exporter, prenez le 33 plus 3 plus 8, on est rendu essentiellement à 45 % du commerce de détail qui s'en va en ligne, qui est la fonction croissante du commerce. Lorsqu'on commence à exporter son commerce de détail, on a vraiment un problème important. Ça a des conséquences. L'été dernier, je me suis amusé à éplucher toute la donnée de Statistique Canada en long, en large et en détail. Cette conséquence-là, on commence à la voir. Elle était relativement prévisible. Là, je vous dirais que c'est la pointe de l'iceberg qui commence à émerger. Cette tendance-là, si j'avais une prévision à faire, c'est que c'est probablement la tendance la plus lourde qu'on va constater au cours des prochaines années. C'est la disparition
progressive, mais presque inéluctable, du nombre de pieds carrés commerciaux. Si vous regardez, essentiellement, entre 2008 et 2013, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais tout ça est ajusté pour la crise de 2009, les ventes en magasin au total, et là, je le fais pour l'ensemble du Canada, mais essentiellement, c'est la même chose pour le Québec. Les ventes des magasins au détail ont cru de 7 %. Ça, c'est en dollars courants, donc on parle en dollars constants. Si on le réajuste en dollars constants, c'est à peu près une croissance nulle. Le nombre de magasins, lui, a diminué de 3,5 %. Le nombre de pieds carrés disponibles au commerce a diminué également de 3 %. La chose qui est intéressante, c'est le dernier chiffre, celui en bas. Lorsqu'on ajuste pour la population totale du Canada, on se rend compte d'une chose qui est intéressante, c'est que le nombre de pieds carrés, c'est un chiffre qui ne veut absolument rien dire. Là. On comprend bien que 32 pieds carrés ou 34 pieds carrés par habitant, c'est une moyenne. Mais la chose qui est intéressante, c'est que progressivement, on diminue le nombre de pieds carrés vendants au fur et à mesure que la population augmente. Essentiellement, c'est la résultante en grande partie du commerce électronique. Et cette résultante-là, elle ne disparaîtra pas. J'en parlais un peu avant le début de la conférence. Bien sûr, on crée d'autres espaces commerciaux, notamment les entrepôts de transbordement, c'est un facteur qui est en croissance. Mais le nombre de pieds carrés, le commercial footprint, comme on dit en anglais, lui, est en diminution. Il y a une chose qui est intéressante à comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement des magasins qui disparaissent. Oui, dans certains cas, c'est le cas, mais les cas les plus intéressants à suivre, ce sont des magasins qui se regroupent ou des pieds carrés sur un magasin qui diminue. Je donne un exemple, je travaille beaucoup avec les gens chez Aldo. La surface moyenne d'un Aldo va être appelée à diminuer. Dans mes calculs, moi, j'ai fait une projection jusqu'en 2026 et j'arrive à peu près à 20 %. Le 8 % va arriver après à 20 %. Les géants chez Aldo, sans qu'on se soit parlé, je parlais avec la responsable de l'immobilier chez Aldo qui me disait qu'eux fonctionnent avec une hypothèse de 20 à 24 % sur chaque magasin. Certains magasins vont fermer, mais le magasin va se réduire. Je reviendrai tout à l'heure avec un exemple plus articulé. Face à ça, bien évidemment, il y a des stratégies qui sont émergentes et il y a des stratégies qui doivent émerger. On peut le regarder secteur par secteur, puis vous allez voir que là, on commence à rentrer sur ce qui risque d'être des opportunités pour vous, en fait, pour les commerçants en général. Lorsqu'on parle du numérique et l'interface entre le numérique et le physique, bien, il est toujours intéressant de le regarder en 4 grandes catégories. Les produits numérisés. Ça l'est facile. Toute la notion de logistique hors magasin, la logistique en magasin et le commerce en ligne. On va les regarder à court tour de rôle, si vous voulez, en commençant par les produits numérisés. C'est clair que si le produit que vous vendez est un produit entièrement numérisé, bien, vous êtes particulièrement à risque. Je ne veux pas épiloguer longtemps, on pourrait faire une présentation uniquement là-dessus, mais les avancées des Netflix, iTunes et autres de ce monde font en sorte qu'il y a des commerces qui deviennent plus précaires. Pour avoir travaillé beaucoup avec les superclubs Vidéotron pendant longtemps, je vous dirais que celle-là était relativement prévisible. Les Blockbusters, lorsqu'ils sont entrés au Canada, qui était comme une révolution ici, n'existent plus aujourd'hui. Superclub Vidéotron est encore présent, mais en grande partie parce qu'ils deviennent un centre de distribution pour la téléphonie en ligne. Le deuxième secteur, logistique hors magasin, est probablement le secteur qui va avoir le plus d'impact au cours des prochaines années. Je vous donne 2-3 exemples. C'est ce qu'on appelle des drop stations. Asda, qui est un détaillant européen, commence à construire à bien des endroits des centres, c'est ce qu'on appelle des click and pick, c'est-à-dire où vous commandez puis vous récupérez à un endroit. C'est des fonctions qui sont importantes. Moi, je vous dirais d'entrée de jeu, là, vous allez voir où est-ce que je vais aller dans un instant, mais qu'une telle fonction dans un endroit comme le Vieux-Montréal devrait exister à quelque part. Pour moi, c'est un no-brainer. Pour une raison bien simple. C'est que beaucoup du commerce qu'ils vont vouloir faire les gens qui habitent le Vieux-Montréal va passer par le commerce électronique. Il y a certaines fonctions qui sont inéluctables. On ne peut pas nécessairement l'empêcher, on ne peut pas nécessairement l'endiguer. De permettre ce genre de choses-là, faites en sorte que vous offrez une offre commerciale additionnelle à des gens qui veulent s'implanter, qui veulent s'établir dans le Vieux-Montréal.
Ça ne veut pas dire que c'est un substitut à ce qui existe déjà, mais c'est un complément qui devient nécessaire. Autrement dit, c'est une façon de concevoir et de reconcevoir déjà une infrastructure commerciale globale. Dans le secteur de l'alimentation, ça c'est un cas sur lequel j'ai travaillé déjà quelques années en France, ce qu'on appelle les Auchan Drive, c'est la possibilité de faire sa commande à distance et de venir la ramasser. Ça se fait de plus en plus dans le domaine de l'alimentation. Ça a commencé beaucoup en Europe, beaucoup plus qu'en Amérique, simplement parce que le pied carré du terrain est beaucoup plus cher en Europe qu'elle ne l'est ici. Est-ce qu'éventuellement, on va voir ce genre de choses-là ici? Pardon. Oui, l'Oblast l'a déjà annoncé, il se lance progressivement dans ce genre de choses. Pourquoi est-ce que de telles surfaces risquent d'émerger? Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas inéluctable. Mais il y a une chose que je veux partager tout de suite avec vous, puis vous allez voir que je vais la récupérer dans quelques instants. Ça va devenir inéluctable si le magasin physique n'a aucune valeur ajoutée. Je recommence. Ça va devenir inéluctable si le magasin physique n'a aucune valeur ajoutée. Je ne veux pas pointer du doigt un Walmart. Je trouve qu'ils ont une formule extraordinaire qui a déjà fait ses preuves. Mais on va, pendant 2 minutes, se dire les vraies choses, comme disait un autre politicien. Il n'y a pas grand monde qui se lève un samedi matin en disant « Ah, j'ai hâte d'aller chez Walmart un matin. » Parce qu'un Walmart n'a jamais été conçu pour gagner un prix de design intérieur. Walmart a des très, très, très grandes qualités, mais il y en a une qu'ils n'ont pas, c'est au niveau du merchandising, puis ils n'ont jamais eu de complexe de ce côté-là, c'est leur modèle d'affaires. Mais ça a des conséquences. Une de ces conséquences, c'est que le plus grand concurrent technique aujourd'hui de Walmart, c'est Walmart.com. Pour une raison bien simple, c'est que si je n'ai pas grand plaisir à aller à Walmart, mais j'aime beaucoup leur variété, j'aime beaucoup leur bon prix, bien, peut-être que je suis aussi bien de le faire en ligne. Quand je vous dis que le plus grand concurrent de Walmart, c'est Walmart.com, ce n'est pas une figure de style. Là. Quand vous suivez leurs ventes sur une base annuelle, vous voyez tout de suite que les lignes sont en train de se croiser, beaucoup plus que chez n'importe quel autre détaillant. S'il n'y a pas une valeur ajoutée en magasin, c'est ça qui va arriver. Est-ce que c'est inéluctable? Bien sûr que non, parce qu'il y a encore des consommateurs qui aiment avoir une valeur ajoutée. Mais si vous ne l'avez pas, c'est sûr que vous êtes beaucoup mieux de commencer à considérer une offre en ligne. Est-ce que c'est deux qui s'opposent? Non, on va le voir un peu plus tard dans une autre présentation. Les deux peuvent être combinés. Mais si vous n'avez aucune valeur en magasin, c'est certain que le commerce électronique, soit va vous rentrer dedans, soit va devenir votre planche de salut. Et puis, il y a d'autres formules, des formules qui sont assez intéressantes. Moi, j'aime beaucoup la façon novatrice que, entre autres, Apple a de commercialiser toutes sortes de produits, notamment dans les aéroports, mais un peu partout aujourd'hui. Dans un endroit qui est mon quotidien, un endroit comme les HEC, vous avez une coop étudiante qui vend toutes sortes de produits Apple. C'est des produits à très forte marge. J'arrête pas de dire à la personne qui se bat comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de reconfigurer puis d'essayer d'augmenter de la marge sur sa boutique, lui dire qu'il y a trop de pieds carrés. Il y a trop de pieds carrés parce que la majorité des produits qui roulent aujourd'hui dans une coop universitaire, on s'entend, c'est plus les livres. Les étudiants n'achètent plus de livres. Ils les achètent, mais ils sont virtuels. Ils n'achètent plus de notes de cours. Ils sont virtuels. Donc, vous avez à peu près la moitié du pied carré qui a comme disparu. Tout le monde s'en rend compte, sauf la personne qui est encore opérant de cette boutique-là. Ces gens-là essayent aujourd'hui d'augmenter, de faire leur volume, de faire leur profit sur les marges des cordons, des batteries, des appareils, des cellulaires, en fait, de tout ce que vous voudrez. Mais avoir, comme c'est le cas d'une boutique scolaire, là, dans une université, avoir 8 à 10 000 pieds carrés consacrés à ça, c'est un non-sens. D'autant plus que la majorité des gens qui cherchent ce genre de produits-là les cherchent à l'extérieur des heures d'ouverture. Quand vous faites un travail scolaire, là, puis vous avez oublié votre charge, puis il est 10 heures le soir un samedi, puis croyez-moi, il y a bien des étudiants un dimanche soir le samedi, la coop, elle est fermée. Une machine distributrice, ça, c'est bien utile. C'est d'autres façons de penser le commerce de détail, mais qui fait en sorte que vous allez chercher la valeur là où elle devient intéressante pour le consommateur. Logistique en magasin, bon, tous les appareils pour maintenant scanner à l'intérieur du magasin. Je vais passer là-dessus rapidement. Et puis, évidemment, il y a l'éléphant dans le salon qui est l'Amazon.com. Je reviens dans un instant. Bon, alors, où est-ce que tout ça nous laisse lorsqu'on est un magasin physique situé dans le Vieux-Montréal ou dans une ville comme Montréal? Bien, je vous dirais qu'il y a 3 choses sur lesquelles il faut concentrer, sur lesquelles il faut commencer à s'activer. La première, c'est ce qu'on appelle le commerce de type expérientiel. Le deuxième, c'est le commerce
de spécialisation qui est mise sur la fidélité des magasins. Puis la troisième tendance, c'est l'omnicanal. Ce n'est pas trois tendances qui sont mutuellement exclusives. On va les voir en combinaison. Commençons par la première. Le commerce de type expérientiel, ça part d'un principe très, très, très simple. De plus en plus, sauf exception, l'alimentation en est une, de plus en plus, un consommateur ne rentre pas dans un magasin pour le produit. Souvent, le produit, il le connaît, il sait ce qu'il veut, il a déjà appris beaucoup de choses sur son produit avant même de se rendre en magasin. Lorsqu'un consommateur rentre en magasin, ce n'est peut-être pas non plus pour aller chercher strictement le produit, parce que dans beaucoup de cas, il peut obtenir le même produit de manière souvent moins chère et peut-être de manière tout aussi efficace par le commerce électronique. De plus en plus, une personne qui se rend dans un commerce pour l'expérience que ce commerce-là va lui apporter. C'est beaucoup plus la relation avec le produit que sur l'achat du produit que la chose va se faire. Je vais vous donner un exemple, enfin plusieurs exemples. Bon, le premier, on le connaît très bien, toutes les Apple Store. La notion de Apple Store, c'est assez intéressant de voir que, écoutez, la majorité des produits Apple, vous pouvez les acheter en ligne. Pourquoi une personne se rend dans un Apple Store? Essentiellement parce que c'est ludique, c'est intéressant. Il y a une expérience en magasin qui va se jouer là. Ça, c'est un concept sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler au cours de la dernière année. Ça, c'est le Sports Check, l'équivalent d'Atmosphère Sport Expert. C'est dans le groupe Forzani, situé au Western Mountain Mall. C'est un magasin de sport qui est déployé sur un peu moins de 60 000 pieds carrés. C'est énorme, là. C'est sur 2 étages. L'espèce de marquise ici, l'espèce de marquise que vous avez là, elle n'est pas allumée, mais c'est exactement une reproduction de ce que vous avez au Centre Bell. Là. Quand vous rentrez, là, vous pouvez avoir toute la même chose que le Centre Bell. L'idée de ce magasin, c'est que peu importe le produit que vous voulez acheter, vous pouvez l'expérimenter en magasin. Okay? Vous rentrez là, vous voulez acheter une paire de chaussures de sport, on vous met sur un tread, on vous fait courir, on vous fait marcher, puis on vous dit si c'est la bonne chaussure pour vous. Vous voulez acheter, on va le regarder, vous voulez acheter des bâtons de golf, vous pouvez tous les essayer en magasin. Autrement dit, c'est un golf town dans le magasin. Le prochain sur lequel il rentre d'ici la fin de l'hiver, c'est le kayak. Vous voulez essayer un kayak en eau vive, bang, il y a une piscine. Puis on va ajuster l'intensité de la vague en conséquence. Autrement dit, ce n'est pas le produit qu'on vient acheter, c'est la relation avec le produit qu'on vient acheter. C'est très différent. Ça, il y a encore de l'avenir si vous jouez sur l'expérience ludique. Ce magasin-là, soit dit en passant, fonctionne très bien. Bien, vous avez la même chose dans d'autres secteurs. Une des boutiques que j'aime beaucoup, vous connaissez sans doute, les Lush. Lush, c'est santé beauté, c'est du maquillage, mais c'est une expérience en soi. Ce n'est pas la même chose, mais dans le même secteur, Sephora. Tu sais, Sephora, vous voulez passer la journée à vous maquiller, pas de problème, vous pouvez y aller. Lush, c'est tous des produits organiques et biologiques. Ce que vous avez ici, moi j'aime bien ça. On passe d'un bar à salade, pas en tout, c'est un bar à cosmétiques. Okay? Alors, si vous voulez essayer toutes sortes de masques, vous pouvez aller les essayer, vous communiez littéralement avec le produit. Là, ça devient intéressant. Ça, c'est le genre de choses que vous ne pouvez pas faire en ligne. Ça, c'est clair. Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez racheter en ligne une fois que vous avez trouvé? La réponse est oui, parce que là, je fais également une fonction web. C'est ça que je vous dis. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Dans un autre secteur, celle-là, on la connaît bien. C'est qui? Lululemon. Okay, Lululemon, essentiellement, qui, les mardis soirs, changent leur magasin en centre de pilates, de conditionnement, de yoga. Le magasin devient une valeur ajoutée. Trader's Joe, que j'aime beaucoup, qui est un concept dans l'alimentation, ce n'est pas le meilleur. Moi, je vous dirais, je n'ai pas osé mettre le magasin de Mme Ménard, mais moi, je vous dirais, puis je ne veux pas la gêner, mais je vous dirais que là-dessus, elle a été une précurseur ici au Québec. Faire en sorte que les choses sont intéressantes. Donc, misez sur la concentration de votre clientèle, deuxième point. Une des choses qui est intéressante à considérer, c'est que dans la majorité des magasins, sauf si vous avez un magasin, par exemple, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont des magasins qui sont destinés à des touristes, la majorité des magasins, essentiellement, réalisent qu'ils desservent très peu de clients
qui génèrent une grande partie de leurs ventes. C'est une loi de Pareto. Le commerce de détail, ça fait longtemps qu'on le sait, est activité par une loi de Pareto. 30 de vos clients, 25 de vos clients vont générer à peu près 70 des ventes. Dans le secteur du sport, les magasins Forzani auxquels je faisais référence, c'est exactement les proportions qu'ils ont. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire très souvent faire en sorte que vous ayez peut-être moins de gamme, mais des gammes beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus profondes, pour jouer sur une clientèle bien spécifique. Faire en sorte que vous offriez une expérience et une combinaison de produits qui ne se retrouvent pas facilement en ligne. Je n'ai pas le temps d'épiloguer très longtemps, mais c'est une stratégie qui est particulièrement intéressante. Un service évident à la clientèle qui doit apporter une valeur ajoutée par rapport aux informations en ligne, ça va de soi. Écoutez, celle-là, je veux dire, on n'épiloguera pas longtemps. Mais si une personne rentre dans un magasin et que le commis en sait moins que la personne qui rentre parce que la personne a déjà passé 3 quarts d'heure en ligne, on a un problème. Okay? Troisième élément, les piliers du marketing de type omnicanal, l'omnicanal est probablement la chose dont on parle le plus en commerce de détail aujourd'hui, mais c'est une réalité qui est bien présente. Elle se décrit de manière très simple. C'est de faire en sorte que vous puissiez offrir à votre consommateur, votre consommatrice, tout ce qu'elle veut au moment où elle le veut, quand elle le veut. Ça veut dire que la personne qui veut avoir de l'information sur ce que vous avez à vendre puisse le savoir avant d'entrer dans le magasin. Ça veut dire que la personne pourrait commander sur le site, vous ramener le produit dans votre magasin, l'acheter en magasin, puis éventuellement avoir le complément d'informations sur le web. Toutes les combinaisons et permutations. Ça, c'est l'univers dans lequel on embarque. Faute de temps, je vais accélérer. Maintenant, pour vous, la chose qui est probablement la plus importante lorsqu'on est dans un regroupement comme le Vieux-Montréal, c'est que tout ce que je viens de vous illustrer, vous ne pouvez pas le faire seul. Pour moi, c'est clair, cette réalité. Un magasin seul ne peut y arriver. Il y a certaines conditions pour qu'une infrastructure comme le Vieux-Montréal puisse éventuellement émerger comme un quartier qui est en croissance. On va regarder certaines de ces conditions-là. Ça, la première, celle-là, la recherche, elle est claire là-dessus. Si vous voulez qu'un quartier soit vibrant sur le plan commercial, ben, moi j'appelle ça, c'est un peu comme un gâteau 4 quarts. Tu sais, ça prend des œufs, du lait, de la farine, puis du beurre un peu. Mix commercial balancé et des œufs. Ça vous prend 33 %. Changez les proportions un peu, là, mais ça vous prend des produits, des services puis du divertissement. Un quartier qui n'est que divertissement ne fonctionne pas, systématiquement. Un quartier qui n'est que service ne fonctionne pas, puis un quartier qui n'est que produit ne fonctionne pas. Ça vous prend les 3. Le problème, c'est que très souvent, en fait, les détaillants, moi je viens d'une famille de détaillants, j'ai passé ma carrière professionnelle dans ce secteur-là, il y a une race qui est plus indépendante que les détaillants, c'est les agriculteurs. Okay? Les détaillants, généralement, ça se méfie de l'autre détaillant parce que vous êtes en concurrence, on comprend bien ça. Mais tant qu'un regroupement de détaillants ne se parle pas, ce mix-là ne peut pas émerger. C'est impossible. Deuxième chose, ça vous prend une forte concertation entre les marchands, notamment dans un modèle omnicanal. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chacun des détaillants, par exemple du Vieux-Montréal, essaie de développer son propre site web, sa propre application web ou sa propre application mobile, vous allez passer à côté de la traque parce que vous ne serez pas vu comme étant une place d'affaires. Vous allez être vu comme une sommation de commerçants indépendants. Cas d'espèce très simple. Je sais que vous en parlez sur une base régulière, je ne vais pas ramener la question ici, mais les heures d'ouverture. C'est sûr que si un détaillant, par exemple, met ses heures d'ouverture en ligne, le réflexe premier d'un consommateur qui regarde un commerçant, ses heures d'ouverture sur son mobile, ça va être de présumer que tous les commerçants autour vont avoir les mêmes heures d'ouverture. Si c'est faux, tout le monde a un problème. C'est ce qu'on appelle une concertation minimale. Et puis la troisième chose, c'est des investissements majeurs dans l'architecture, le mobilier urbain, le paysagisme, le stationnement. Si ces problèmes-là ne sont pas pris en main, soit par les commerçants et ou avec, évidemment, le concours de la municipalité, le modèle de développement à l'intérieur d'un quartier ne peut pas exister. C'est impossible. J'ai travaillé sur beaucoup de ces modèles-là. Un des tout premiers sur lesquels j'ai travaillé, il y a très, très, très longtemps, c'est la chute. Est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est où la chute? Honnêtement, à moins de venir de là ou d'être forcé de passer par la chute, personne ne connaissait où la chute.
Bien, si jamais vous avez l'occasion, vous irez voir. Il y a encore une rue principale, puis il y a encore une rue principale qui est particulièrement dynamique avec des commerçants qui sont pleins. Il n'y a pas une pancarte à louer, à vendre depuis longtemps. Pourtant, à l'entrée de la ville, vous avez un Walmart. Comment est-ce qu'ils y sont arrivés? La recette est là. Mix, produits, services, divertissement, concertation, puis il n'y a rien de fancy, là, c'est la rue, mais il y a des arbres, il y a des bancs, et puis il y a du stationnement. Ça fonctionne pour une ville comme La Chute, j'imagine, ça devrait fonctionner pour le Vieux-Montréal. Un exemple? Ben, on va voir un exemple. Je vous donne La Chute, là. Prenons celui-là. Bon, nous planifions redynamiser le secteur entre le cinéma et la salle de spectacle L'Étoile. Nous planifions des interventions importantes, des réaménagements des espaces publics de cette portion. Là, vous lisez ça, évidemment, il y a un indice qui est le mot « étoile », mais enlevez le mot « étoile », puis dans le fond, on pourrait dire ça de n'importe quel quartier. Qui, en ce moment, est en train de se concerter, en train de concerter ses détaillants pour revitaliser un quartier? Est-ce que c'est à Plaza Saint-Hubert, c'est-tu Saint-Denis, c'est-tu Saint-Laurent? Pas en tout. C'est le 10-30. On va rajouter une phrase du promoteur. C'est une petite révolution qui s'amorce au quartier 10-30. D'ici l'automne, une piste cyclable sera complètement refaite, des arbres seront plantés et des trottoirs vont être ajoutés dans la partie initiale qui n'en avait pas. L'ensemble du centre commercial suit le modèle de la dernière phase de développement baptisé le Square. Autrement dit, le 10-30, qui est la 4e génération de centre commercial, est en train de se métamorphoser en quartier. Alors que vous êtes un quartier en partant. Évidemment, quand vous êtes le 10-30, vous êtes le promoteur, c'est déjà plus facile de dire, regarde, toi tu fais ça, puis moi j'investis. Okay? La concertation est déjà plus facile. Elle est pratiquement imposée. Mais elle va se faire. Elle va se faire. Et au-delà de cette fonction physique, le 10-30 également développe son modèle de commerce électronique. Les deux vont de pair. Ce qui risque de se passer au 10-30 devrait normalement être ce qui doit se passer dans une agglomération comme le Vieux-Montréal. Bref, le message que je voulais vous communiquer aujourd'hui, il est double. Il est d'une part de vous dire, commerce électronique, c'est sûr que ça s'en vient, vous ne pouvez pas y échapper, mais vous ne pouvez pas le faire individuellement et seul. Vous devez le faire collectivement. Deuxième message, le commerce physique a encore sa place, mais pas tel qu'on le concevait. Il n'a sa place que s'il joue sur un concept de valeur ajoutée. Les deux ensemble font en sorte qu'un quartier peut se développer, peut être revitalisé, peut même progresser, thriving, comme on dit en anglais. Maintenant, pour ce faire, ça prend la recette auquel je faisais référence. Ça prend cette espèce de recette 4 quarts ou 3 tiers, et puis une concertation massive. Si ces trois éléments-là se combinent, bien, il y a fort à parier que le prochain centre commercial, ça devrait être votre quartier. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour des questions. S'il y a des gens qui ont des choses à demander ou des commentaires, vous êtes les bienvenus. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Nantel. Je m'appelle Ousmane Diarra, ancien conseiller à la Chambre de commerce de Montréal et fondateur de Mac Aficionados. Je m'intéresse beaucoup à la technologie e-bacon. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot, notamment pour le commerce de détail? Oui. Bon, juste pour la situer, toute la notion des shop beacon, c'est-à-dire ces espèces de petits capteurs qui font en sorte que lorsque vous rentrez dans un magasin, on vous a repéré et donc on peut commencer à interagir avec vous plus rapidement. C'est une technologie qui va se déployer de plus en plus. C'est la prochaine avancée. C'est, dans le fond, la matérialisation de ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas un commerce virtuel puis un commerce réel, on fonde les deux ensemble. Il y a des exemples qui sont intéressants. L'exemple le plus évident, le plus patent, c'est les magasins Apple Store qui sont conçus comme ça. Lorsque vous rentrez, on sait que vous êtes là. On sait déjà qui vous êtes et puis on sait probablement quels sont les appareils pluriels que vous avez. Ça peut sembler étonnant, mais c'est lorsque vous arrivez pour payer que vous vous rendez compte de la chose, parce qu'on vous dit non, on sait déjà qui vous êtes. Vous avez juste à rentrer votre NIP ici, puis c'est réglé. Tu n'as pas besoin de sortir ta carte de crédit, rentre ton NIP sur ma tablette, puis tu pars avec ce que tu veux.
c'est très plaisant. Ça augmente, soit dit en passant. Ça augmente. Ça, les chiffres sont assez éloquents. Ça augmente la propension à l'achat. Ça augmente la facture moyenne de pouvoir fonctionner comme ça parce que c'est totally seamless. Il y a un autre magasin qui était une expérience fascinante qui est à suivre avec les Shop Beacon, les e-Beacon, c'est Macy's. Macy's, en ce moment, sur son magasin de 34e Avenue à New York, est en train de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le magasin Macy's à 34e Avenue à New York, mais c'est gros, là, c'est très gros. Ils sont littéralement en train de rénover complètement le magasin pour jouer sur cette expérience-là, mais de manière fascinante. J'essaie de vous l'expliquer très rapidement. Lorsque vous rentrez dans un magasin Macy's, on sait qui vous êtes. Ils ont cette technologie-là depuis plusieurs années. La chose qui est intéressante, c'est qu'on sait à peu près à quel niveau vous devriez être un consommateur. L'exemple qui est souvent donné par Macy's, c'est un sac à main. On sait si vous êtes une consommatrice de sac à main à 69 $ ou à 690 $. Donc, on sait où est-ce que vous êtes dans le magasin, puis progressivement, on va vous amener là où vous devriez acheter le produit en fonction de votre historique d'achat. Bien, dans le fond, c'est l'expérience Amazon. Ça, Amazon le fait très bien avec toute sa notion de filtrage collaboratif. Sauf que maintenant, c'est rendu en magasin. Tout à fait. Bon, est-ce que demain, on met des Shop Beacon partout dans les magasins du Vieux-Montréal? Non, ce n'est pas nécessaire parce que si vous comprenez bien, puis vous le savez mieux que moi, qu'une grande partie de votre clientèle, elle vous connaît, vous la connaissez déjà. Vous êtes dans un magasin de 3000 pieds carrés, vous êtes le meilleur Shop Beacon que vous pourriez rêver. OK, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce que je fais cette allusion? Parce que si l'expérience en magasin commence à diminuer chez vous, dites-vous qu'au même moment, dans un Macy's de 1 million de pieds carrés, elle commence à augmenter. Donc, vous n'avez pas le choix d'être encore plus proche de vos clients et d'offrir une expérience encore plus grande parce que cette technologie-là va vous l'amener. Merci beaucoup. Bonjour, M. Nantel, Claude Rainville de l'arrondissement de Ville-Marie. Vous avez parlé beaucoup de commerce en ligne. J'ai entendu aux nouvelles ce matin, il y avait une journée promotion Alibaba hier en Chine. En Chine. C'est vendu pour 2 milliards de marchandises seulement dans la première heure. Oui. Et à la fin de la journée, il disait qu'il y avait un total de 500 000 livraisons qui allaient se faire sur cette vente-là. On parle d'une journée. Oui. Aux États-Unis, le lundi suivant le Black Friday, c'est bien ça le lundi, je pense? Oui. Il y a une espèce de... Je vais appeler ça une foire commerciale en ligne ponctuelle qui crée un buzz puis qui augmente d'année en année. Est-ce que tout ça ne va pas aussi révolutionner le monde de la distribution? Il faut que ce soit livré, ces marchandises-là. On vient de complètement changer la dot aussi en termes de distribution et de livraison de marchandises? Dans certains secteurs, oui. Dans d'autres, non. Tout à l'heure, on va vous parler, M. Ménard, Mme Ménard vont vous parler d'alimentation. C'est sûr que dans un secteur comme celui-là, encore une fois, ça a des impacts, c'est clair. Ce n'est pas demain qu'on va se faire livrer par Alibaba une pinte de lait. On s'entend là-dessus. Dans certains autres secteurs, oui, ça a un impact. Ça a un impact majeur. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que ça sera... L'être humain va rester un être social. Il va vouloir faire une combinaison des deux. Okay? La grande menace que vous avez, c'est ce qu'on appelle, je n'ai pas le temps d'élaborer sur tous ces éléments-là, mais c'est ce qu'on appelle le showrooming. C'est la personne qui vient chez vous essayer des vêtements et qui l'achète sur Alibaba. Ça, c'est terrible. Okay? Mais en même temps, la grande opportunité que vous avez, c'est que la personne veut encore venir chez vous. Une fois qu'elle est chez vous, là, elle est chez vous. Ça fait que là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec cette personne-là. Okay? Comment est-ce qu'on joue avec l'expérience pour jouer sur le closing de la vente? Écoutez, ça a été de tout temps le défi des commerçants. Moi, je pense qu'il y a encore des opportunités importantes. Ce qui va être important de suivre, ça va être de regarder ce qui va s'en aller progressivement ou même totalement en ligne et ce qui va rester encore lié à une expérience. Les produits auxquels je faisais référence tout à l'heure, je ne les ai pas mis là de façon fortuite. Tout ce qui est santé, beauté, dans l'essai de la chose, puis d'ailleurs, c'est le graphique que je vous montrais, le territoire qui est encore en magasin, va rester encore pour longtemps en magasin. Le réachat peut se faire en ligne, mais l'achat va se faire en magasin. Alors évidemment, si vous profitez du fait que la personne soit en magasin pour différencier votre produit, pour lier ce produit-là à un consommateur, il y a encore une consommatrice, il y a encore beaucoup de potentiel. Le deuxième exemple que je vous ai montré, il n'est pas fortuit, c'est dans tout ce qui touche les produits de sport. Il y a une expérience par définition avec ces produits-là. Donc, il y a des secteurs qui vont être beaucoup moins affectés ou enfin des secteurs qui offrent plus de potentiel que d'autres pour encore avoir pignon sur rue. Je ne veux pas épiloguer longtemps, mais le vêtement est encore un de ceux-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une, parce qu'on a un peu de temps. Oui, bon. Et donc, vous parlez du showrooming, et en disant, j'ai pas le temps d'en parler, voilà, mais j'ai une question, parce que je me suis posé moi-même la question comme consommateur. Il y a des cas où je peux acheter le produit en ligne. Oui. Je sais que je peux je vais au magasin, et la solution la plus simple, c'est d'aller chez nous, puis d'acheter, et je ne le fais pas pour des raisons morales, parce que je veux la survie du commerce qui m'a bien servi. Je me dis, si tout le monde fait ça, évidemment, ces commerces vont mourir. Mais la moralité, ce n'est pas la norme dominante dans le commerce de détail. Est-ce qu'il y a des façons pour les entreprises de combattre la tendance au show? Oui. Oui, la réponse est oui. Écoutez, je vais commencer, si vous voulez, par un exemple très, très, très concret, parce que je faisais une présentation comme celle-ci il y a quelques temps à des détaillants dans un autre secteur. Et il y a une personne qui s'est levée en disant, écoutez, moi, là, exactement ce que vous venez de dire, M. Dubuc. Moi, je veux aider le commerçant local. Je suis allé, et là, je ne nommerai pas le nom, mais je suis allé dans une grande surface pour acheter un téléviseur. Le téléviseur était là. Je dis, je l'essaye, je le regarde, je le veux. Personne ne dit, je ne l'ai pas. Mais je peux te le faire venir. Ah, en partant, là, tu oublies ça. Regarde, oublie ça. C'est sûr que la personne va dire, OK, merci, le numéro. Tu sais, bon. Alors, la personne a quand même, malgré tout, essayé en disant, OK, as-tu la même dimension dans une autre marque? Je dis, oui, j'ai un LG, la même dimension. OK, on va prendre celle-là. Oui, mais celle-là non plus, je ne l'ai pas. Et là, la personne va dire, ouais, mais je peux-tu partir avec celui-là? La personne dit, non, c'est mon démo. Voyez-vous, il y a des fois, bien, je comprends, encore une fois, je viens d'une famille commerçante, je comprends que tu ne peux pas avoir toutes les marques, tous les trucs en magasin. On comprend tout ça. Mais le commerce électronique, lui, il peut l'avoir. Alors, qu'est-ce que ça prend quand on est rendu là? Bien là, voyez-vous, c'est le pont entre les deux. C'est la capacité de dire, regarde, je vais te l'avoir plus rapidement, puis je vais aller le porter chez vous. Au moins donner un service minimalement plus personnalisé avec une logistique aussi optimale. Si rendu là, vous ne pouvez pas le faire, changez de job. C'est clair. Merci. J'ai une autre question. Vous avez parlé d'un des éléments pour qu'un quartier puisse s'adapter à ce nouveau contexte, c'est la concertation. Oui. C'est la capacité des commerçants, et c'est évidemment difficile. Je suis sûr que les gens, c'est un SDC qui vous invite, et donc l'idée de concertation a dû être de la musique aux oreilles des dirigeants du SDC, parce que c'est leur business. Mais comment fait-on pour arriver à des modèles de concertation efficaces dans un univers comme le commerce de détail, où non seulement les gens sont des concurrents, mais sont très souvent des entrepreneurs extrêmement individualistes? Oui. Ça prend deux. C'est une excellente question. Ça prend une foi absolue dans deux principes. Le premier principe, c'est que le consommateur ou la consommatrice qui vient chez vous ne vous appartient pas. OK? Ce n'est pas votre consommateur, c'est le consommateur d'à peu près tout le monde, la consommatrice de tout le monde. Et le deuxième principe, c'est que seul, vous n'y arriverez pas. Si vous étiez, comme on dit en anglais, if you were the last game in town, si vous étiez le dernier commerçant dans le Vieux-Montréal, je ne vous donnerais même pas 2 jours. Donc, c'est une bonne chose qu'il y en ait plusieurs autour de vous. Puis, le consommateur, la consommatrice ne vous appartient pas. Si vous partez de ces deux principes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les consommateurs et les consommatrices n'étant pas les vôtres, ils sont les consommateurs de la collectivité. Une fois qu'on a admis cette chose-là, on commence à travailler sur un mix qui est complémentaire. On se dit, tel genre de produit n'existe pas, tel genre de service n'existe pas. Il faudrait faire en sorte qu'on aille chercher tel genre de commerçant. Dans le fond, c'est ce qu'un promoteur de centre commercial sait faire, un bon promoteur de centre commercial, parce qu'ils ne sont pas tous bons. Okay? C'est ce qu'on appelle le product mix, de jouer là-dessus. Dans un centre commercial, c'est difficile, même dans un centre commercial, de mettre en commun son information, d'avoir, par exemple, une base de données commune. Pourtant, ça serait essentiel. Si Amazon a une base de données commune, par définition, ça serait inconcevable dans une perspective où le commerce électronique devient une menace, où le showrooming est une menace, de ne pas avoir pour un quartier donné une base de données commune minimalement. Ça, c'est les premières étapes. Si on n'est pas capable de franchir ces étapes-là et d'avoir une concertation au niveau du product mix, c'est sûr qu'on est fragile. On est à risque, ça c'est clair. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
et vous allez revenir tout à l'heure dans la...